monde nous plonge dans le doute. Mais avons-nous raison de douter? Si les infrastructures construites aujourd'hui apportaient le développement à nos régions, si l'ouverture économique au monde s'élargissait, si plus de ponts étaient dressés entre nos cultures, et si on avait tort de douter? Plus que par le passé, notre gouvernement, à travers la stratégie nationale de développement 2020-2030, affiche une volonté qui nous amène à voir plus loin pour célébrer autant que nous sommes la grandeur et l'unité de notre pays. Le Cameroun a besoin de sa jeunesse, pleine d'idées, de rêves à concrétiser et prête à servir. Citoyens et institutions, retrouvons-nous à la 10e édition du Salon de l'Action Gouvernementale SAGO, du 18 au 24 juillet 2021 au Palais des Sports de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet événementiel Mon Communicateur, mandataire du gouvernement. Salon de l'Action Gouvernementale, la vitrine du Cameroun. B-News One, le tam-tam du continent. B-News One, le tam-tam du continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver sur B-News 1. C'est votre programme Obama Time qui démarre. On parlera aujourd'hui de la couverture santé universelle. De quoi s'agit-il? Que peut-on savoir sur le concept? Cette couverture santé universelle était annoncée au Cameroun pour le mois de juin. Nous sommes à quelques jours seulement du mois de juin. Où en est-on réellement? On en parle avec les experts sur le plateau ce soir. Ils seront 4. 2 sont déjà sur le plateau avec nous. Nous avons le privilège, l'honneur d'avoir une fois de plus sur le plateau Madame Olive Akangana. Elle est journaliste spécialisée dans les questions de santé. Elle est une blogueuse très célèbre au Cameroun. Madame, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Obama, bonsoir à vos téléspectateurs. Je suis blogueuse, c'est vrai, mais je suis aussi promotrice du blog l'urgentiste.com. C'est un site d'information. Urgentiste.com. Voilà, l'urgentiste.com qui est un site d'information spécialisé en santé. Vous savez que la santé, c'est un peu le parent pauvre des autres domaines. Quand vous voyez par exemple le budget accordé à la santé qui oscille entre 5 et 7%, vous voyez les infrastructures, vous voyez même la part, le traitement qui est accordé à la santé dans les rédactions. On se rend bien compte que la santé est le parent pauvre et il faut des voix pour porter haut cette problématique de la santé, parce que la santé est au cœur de la vie. La santé, sans la santé, vous ne pourrez pas présenter votre émission. C'est clair. Voilà, donc la santé au centre de la vie. Il faut des voix pour porter la santé. Il faut accorder une place très importante à la santé. On a fait croire, par exemple, à l'opinion que la santé est portée par des personnes qui ne peuvent pas porter haut, qui ne peuvent pas influencer le domaine. Or, aujourd'hui, quand on voit un peu le paysage, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des voix qui portent la santé haut dans le but de faire changer, enfin, d'avoir un meilleur système de santé. Donc, il faut plus de place aux problématiques de la santé. Merci beaucoup. Et c'est le Cameroun qui gagne, parce qu'aujourd'hui, chaque fois que je veux m'informer sur les questions de santé, je viens sur votre page. J'ai vu récemment vous interroger les chiffres, notamment du ministère et de la Santé. Alors, ça m'a valu beaucoup de colibets de la part de certains responsables du ministère qui ont estimé que je cherche toujours la petite bête. D'autres ont estimé que je ne comprenais pas ces chiffres. Je dois vous dire que c'est pas aujourd'hui que les chiffres ont posé problème, parce que c'est dès le départ. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir qu'on ait un secret qui est un document du ministère de la Santé qui
parle de 74 cas, par exemple, et de 1144 décès. Quelques jours après que le ministre revoit ces chiffres à la baisse de moins de 2000 cas positifs et de 35 décès. Donc, c'est quelque chose de paradoxal. Ce sont des chiffres qui sèment même le trouble dans la compréhension de cette pandémie-là, qui peut faire prospérer l'idée selon laquelle, depuis le début, on ment les Camerounais sur cette pandémie. Donc, j'ai attiré, moi, le but, c'était d'attirer l'attention. Voilà, l'attention des officiels de la santé pour dire, écoutez, il y a des gens qui vous regardent. Peut-être des gens vous lisent avec un peu de légèreté, mais à côté de ces gens, il y a des gens qui vous regardent de manière pointue. Et vous avez des comptes à rendre aux Camerounais. Vous avez le devoir de donner la bonne information aux Camerounais. Vous avez le devoir d'harmoniser de votre système de remontée de données pour au moins avoir des données fiables. Je me souviens d'un article que j'ai fait il y a 2 ans sur les données sanitaires qui sont malades, le Cameroun qui est malade de ces données sanitaires. Donc, j'essayais un peu d'expliquer la difficulté déjà d'avoir des données sanitaires et la difficulté d'avoir des données sanitaires fiables. Donc, quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit, mais tiens, on ne peut pas faire passer une affaire aussi énorme. Je pense qu'il y a nécessité d'attirer l'attention des officiels de la santé sur les chiffres. Sur les chiffres pour leur dire, écoutez, donnez des bons chiffres aux Camerounais. Merci d'être avec nous sur le plateau ce soir, Madame Olive Atangana. On reçoit un autre spécialiste des questions de santé, le directeur des publications du quotidien Eco-Santé, également le promoteur de la télévision Eco-Santé TV, président de l'association des journalistes spécialisés dans les questions de santé. Joseph Mbenboum est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir Ernest, bonsoir à Olive, bonsoir également à tous vos téléspectateurs. Comment se porte le quotidien et également la télévision? Alors disons que ça fait aujourd'hui on a la 2e semaine du quotidien, du passage en quotidien. Je pense que la rédaction est en train de se roder, elle est en train de s'adapter. Je rends grâce à Dieu que jusqu'ici on arrive à tenir le coup. Ouais. Et je me rends compte que en quotidien, on aborde davantage mieux des questions. Si vous avez observé nos unes, on n'a pas changé de ligne éditoriale, mais on est entré dans une mouvance où on présentera davantage des difficultés de notre système de santé, mais de l'autre côté, on parlera aussi quand même des petites avancées et puis en donnant quelques astuces qui puissent permettre aux gens de pouvoir avoir accès aux soins de santé, parce que chaque jour, on reçoit quand même des tonnes d'appels, des Camerounais qui se plaignent, des gestionnaires des structures de santé qui se plaignent. Si d'un côté, peut-être certains aspects du système de santé avancent, il faut reconnaître que notre système de santé est malade. Malade, pour paraphraser le professeur Athieu Somba qui disait, il est malade de par ces hommes qui ne s'informent et ne se forment, mais il est également malade. Aujourd'hui, on vous dira que sur environ 2400 formations sanitaires que nous avons, il faut quand même le reconnaître que on estime à 1300 formations sanitaires qui sont à réhabiliter sur 2400. Ah ouais, y a un problème. Et pour aller plus loin, pour peut-être vous montrer l'autre côté et au-delà des 1300 à réhabiliter, nous avons 303 qui existent sur des papiers. Ça veut dire qu'on n'a pas de bâtiment sur le terrain. Donc, mais ça existe sur le papier. Ça existe sur le papier. Ça veut dire qu'on a créé, la formation sanitaire fonctionne, on a même les responsables là-bas, mais sur le terrain, on ne trouve aucune structure. Mais c'est assez grave ça. C'est-à-dire qu'on a, vous avez dit 303. 303 existent sur du papier, 1300 sont à réhabiliter, donc vous pouvez vous-même faire le ratio sur 2400 pour observer les formations sanitaires qu'on pourrait dire plus ou moins qu'ils ont un plateau technique acceptable. Et je vous dirais que comment rester tranquille, vous avez vu notre une de ce matin qui parlait de l'ANACOM. Comment espérer que dans un pays où on estime quand même que près de 40% des médicaments qui sont en circulation sont issus soit de la contrefaçon ou sont simplement des faux médicaments, et que le seul laboratoire au Cameroun, en Afrique centrale, qui devrait quand même contrôler la qualité des médicaments, de l'eau et les autres produits que nous consommons, n'est pas aujourd'hui des ressources pour pouvoir fonctionner. On se demande comment est-ce que ça se passe aujourd'hui, l'homologation ou l'autorisation de mise sur le marché des médicaments. Donc il y a aujourd'hui pas mal de préoccupations qui font à ce que
Je me souviens, il y a encore quelques mois, quand on disait qu'on va passer quotidien, les gens nous demandaient est-ce qu'il y a suffisamment à d'éléments dire sur la santé. Mais je voudrais vous dire, Ernest, que il y a plus à dire sur les questions de santé que sur les questions d'ordre politique, économique. Regardez juste avec la pandémie à Covid-19, vous avez vu comment le monde entier est paralysé. Jusqu'à aujourd'hui, même les pays dits émergents sont à genoux. C'est pour vous dire que sans la santé, il n'y a pas de développement, il n'y a pas d'émergence en 2035. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la problématique de ce soir, couverture santé universelle à Morlaix au Cameroun. On essaiera de comprendre ce qui se passe réellement dans notre pays. Et voyons tout cela dans la problématique qui a été préparée par Julie Agathe Pinon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Au sommaire de Bama Time ce soir, la couverture santé universelle au Cameroun intéresse nos panélistes. Mais de quoi s'agit-il concrètement ? Le projet pensé en 2015 est un processus qui invite tous les résidents camerounais, expatriés, réfugiés indigents à se faire enrôler pour bénéficier des soins de santé dans tout le triangle national. Des années après, le projet piétine. Le 21 janvier dernier, la première phase de l'opération est annoncée. Les personnes privilégiées sont les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Sur les conditions à remplir, les choses se corsent. Les syndicats des travailleurs montent au créneau et émettent des réserves sur le projet. Ils déplorent l'absence des textes réglementaires, leur implication, le rejet de leur niveau de contribution proposé, pendant qu'il leur est demandé de débourser 2,5% sur leur salaire. La SUCAM, Société Santé Universelle SA, l'organe coréen en charge du projet, évalue les dépenses à 1300 milliards de francs CFA pour une population d'environ 25 millions d'habitants. Mais ce soir, on y revient. Où en est réellement le gouvernement avec le dossier d'investissement pour la mise à niveau des infrastructures et du plateau technique des centres de santé intégrés, centres médicaux d'arrondissement, hôpitaux de district, le ciblage des personnes défavorisées ou encore le plan de communication? Tous ces éléments concourant à la mise sur pied effective du projet. Cela dit, la couverture santé universelle au Cameroun serait-elle depuis l'origine, depuis sa conception, un projet mort-né? Les esquisses de réponse sur le plateau de Baba Time. Bon débat sur BNews One. Le docteur Albert Zé est toujours attendu, tout comme Philippe Soua, qui est expert des questions économiques, qui a fait un travail de fond sur la couverture santé universelle au Cameroun. Je pense, Olive, en attendant que les autres nous retrouvent, on va d'abord essayer de, je vais pas dire, comme les médecins le disent, manipuler les concepts. La couverture santé universelle, concrètement, pour le citoyen lambda, c'est quoi? Alors, si je devais parler de la couverture santé universelle de manière simple, ça se résume en 3 termes. Accès aux soins de santé, qualité des services et protection financière. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la couverture santé universelle est celle-là qui doit pouvoir donner des soins. Enfin, chaque Camerounais devrait pouvoir se soigner sans avoir à dépenser, dépenser d'énormes sommes pour se soigner. Donc, de manière triviale, c'est des soins de santé, de manière facile, c'est des soins de santé de qualité pour tous les Camerounais. Si je suis en Guelmendouka, si je suis dans mon village à Elik Fomo par exemple, à Biko Gopaini Fomo par exemple, et que je voudrais me soigner, je ne dois pas avoir comme barrière, je ne dois pas avoir une barrière financière. Je dois avoir des médicaments disponibles, je dois avoir un plateau technique de qualité pour pouvoir me soigner. Je dois avoir la ressource humaine. C'est-à-dire si je veux un spécialiste, je dois pouvoir avoir un pédiatre, un gynécologue, un cardiologue sur place. Je dois avoir de l'argent, enfin je ne dois pas être... comment dirais-je, je ne dois pas être limité par la barrière financière. Donc, de manière facile, c'est un peu ça. Or, aujourd'hui, quand on regarde, les dépenses de santé sont supportées par 60... Enfin, les Camerounais supportent 70% des dépenses de santé, pendant que le gouvernement en supporte 5%. Donc, c'est énorme. Il est difficile aujourd'hui. Les Camerounais n'arrivent pas à se soigner. Ça, c'est ce qu'il faut reconnaître. Les Camerounais n'arrivent pas à se soigner, même ceux qui ont l'argent. Les évacuations sanitaires en Europe, vous avez vu avec le Covid-19, il n'était pas aisé pour les plus nantis d'avoir des évacuations sanitaires en Europe. Donc, c'est un bon projet voulu par le président de la République.
malheureusement, tel que ça a été conçu, on est en droit aujourd'hui d'être inquiet quant à sa réussite. Ou d'ailleurs, on voit un peu les balbutiements dans sa mise en place effective. On a parlé de janvier 2020. On s'est dit que voilà, l'année 2020 a été marquée par le Covid-19. Également, on a parlé, après ça, on a parlé du premier semestre 2021. Aujourd'hui, on en est à juin. Aujourd'hui, on n'est pas sûr que juin, c'est demain. Juin, c'est dans quelques jours. Et on n'est pas sûr qu'on aura la mise en place progressive telle que annoncée par le ministère de la Santé. On n'est pas sûr qu'on aura cette couverture santé universelle. Aujourd'hui, ceux qui s'intéressent à cette problématique sont suspendus à la communication du ministre parce qu'il y a comme un blackout, un flou total sur les informations. Peut-être que le ministre est plus préoccupé par les questions de Covid. Non, le Covid n'est qu'une excuse parce que ce projet a été annoncé pendant le discours du président de la République en 2017. Il a commencé à être pensé. Donc, c'est un projet qui devait connaître normalement son aboutissement en fonction des discours et des assurances que le ministère de la Santé donnait. Le Covid-19 n'est qu'un prétexte et le Covid-19 ne devrait pas mettre en berne toutes les autres problématiques de notre système de santé. Parce qu'il y va d'une amélioration de notre système de santé. Aujourd'hui, les Camerounais ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, les Camerounais éprouvent des difficultés. Aujourd'hui, on n'a pas un service de santé de qualité. On n'a pas des soins de santé de qualité. On a mis des espoirs en cette couverture santé universelle, sachant qu'elle allait aider le Camerounais à pouvoir se soigner à moindre coût. Mais force est de constater que c'est pas pour demain la mise en place de la couverture santé universelle. Alors, Joseph, dites-moi, les concepts, si vous voulez, vous pouvez revenir sur la définition, les préalables pour la mise en place de la couverture santé universelle, et puis votre regard sur les annonces qui ont été faites. Au départ, comme elle disait, j'ai réalisé encore par l'émission un article de Cameroun Tribune qui annonçait que tous on verra les effets de la couverture santé universelle dès le premier trimestre du mois de l'année 2021. Aujourd'hui, on parle dès juin. Quel est votre regard, vous qui êtes dans le domaine aussi? Alors, il faudrait commencer par dire que Olive l'a dit tantôt, mais peut-être pour aller de façon, pour que ma grand-mère peut-être puisse comprendre davantage. En fait, Ernest, il y a des gens aujourd'hui pour se soigner. Quand on vous dit par exemple qu'il faut faire une césarienne, je me souviens, on a eu à dire, je connais des tests qui ont dit qu'un accouchement normal dans un hôpital public, c'est 6 000 francs, et puis une césarienne, c'est 40 000. Voilà par exemple ce que devrait normalement dépenser un Camerounais. Seulement que ma femme a accouché plus d'une fois par césarienne, et je puisse vous dire que dans les hôpitaux publics, je n'ai pas dépensé moins de 300 000 francs. Et vous imaginez pour ce Camerounais qui gagne le SMIC, 36 000 francs par mois, s'il faut qu'il dépense 300 000 pour que sa femme puisse accoucher par césarienne, vous imaginez que s'il n'y a pas d'argent, c'est la mort assurée de la mère et de l'enfant. Donc la couverture santé universelle devrait donc permettre à toute la population de pouvoir accéder aux soins sans s'appauvrir. Ça veut dire que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, on devrait. Et de façon mécanique, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pour que tous ceux qui nous suivent comprennent très bien. Quand on a mis, je vais revenir sur les préalables tout à l'heure, mais pour comprendre, le mécanisme c'est quoi? Contrairement à l'assurance maladie, il faudrait dire que la couverture santé universelle prend deux aspects. L'offre de soins et puis maintenant l'assurance de santé. Dans l'offre de soins, qu'est-ce qu'on a? Dans l'offre de soins, on a premièrement le volet technique. Est-ce qu'on a des plateaux techniques bien équipés? Ça, c'est la première question. Ça veut dire que si on dit par exemple que chaque hôpital de district devrait avoir par exemple un appareil d'échographie. Est-ce que si je pars ici en ce moment, est-ce que je vais trouver un appareil d'échographie? S'il faut par exemple qu'on me réfère, on me transfère d'essai par exemple pour Yaoundé, est-ce qu'il y a une ambulance qui est disponible? Je crois qu'aujourd'hui, si on se pose cette question, la réponse elle est non. On continue. Est-ce que nous avons du personnel formé en quantité suffisante dans les différentes formations sanitaires, dans les centres de santé, dans les CMA, dans les hôpitaux de district,
pour se limiter seulement à ce niveau, je crois qu'aujourd'hui, le ministère de la Santé vous dira le déficit est criard en termes de ressources humaines formées et affectées dans les structures de santé. Et il y a un troisième élément qui nous intéresse, qui soit le médicament. Est-ce qu'on a les médicaments essentiels dans les formations sanitaires? La réponse aujourd'hui, elle est là. Le système national d'approvisionnement en médicaments au Cameroun est à terre. La Sénamé et tout, je parle même du système. Ça veut dire que ce n'est pas que la Sénamé. La Sénamé, ce n'est que la face visible. Ça veut dire que la situation, elle est grave, elle est catastrophique. Il ne faut pas se leurrer. Et donc, il y a d'abord ce premier volet. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, si vous avez un hôpital, il n'y a pas d'électricité, ou il n'y a pas un groupe, et que vous avez une femme, par exemple, qu'on doit opérer en urgence, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de groupe, quel est le devenir de cette femme? Donc aujourd'hui, il y a d'abord ce volet de l'offre de soins. Après, donc maintenant, quand on a fini de remplir les préalables d'offre de soins, on peut maintenant parler de l'assurance santé, l'assurance maladie, qui voudrait maintenant que nous savons que nous avons plus de 30% de la population qui vivent sous le seuil de la pauvreté au Cameroun. Donc, il faudrait qu'on puisse catégoriser qui va contribuer quoi. Ça veut dire que, pour résumer de façon simple cet aspect, on pourrait dire par exemple que M. Obama, vous touchez peut-être 300 000. Je prends juste un exemple. Ouais. Quand vous touchez 300 000, vous allez contribuer par exemple 10 000 francs par mois pour vos soins. Maintenant, on va dire Olive, toi tu touches 500 000 francs. Olive, tu vas contribuer 20 000. Et puis, on va dire M. X touche peut-être 100 000 francs, lui va contribuer 2 500. Ce mécanisme de solidarité devrait permettre donc que quand vous l'avez payé, vous avez une carte qu'on vous remet. Et à partir de cette carte, parce que l'offre de soins au départ, c'est important de le comprendre, parce qu'on a des bons hôpitaux, avec des équipements, avec du personnel, avec du médicament, vous pouvez donc aller dans n'importe quel hôpital et vous faire soigner. Grâce à votre carte. Grâce à votre carte. Mais vous comprenez que si on vous donne juste la carte et qu'on ne se rassure pas au départ que dans tout le Cameroun, on a des formations sanitaires qui répondent aux critères qu'on a énoncés tout à l'heure, il n'y a pas de couverture santé universelle. Parce que dans couverture santé, vous voyez, il y a le volet universel. Ça veut dire qu'on devrait pouvoir bénéficier de la même chose partout. Donc, ça, c'est un élément important. Aujourd'hui, on a fait des déclarations. Moi, chaque fois que j'ai suivi des déclarations, ça ne date pas pour moi de 2020. Les déclarations ont commencé depuis 2018 avec le ministre Mamafouda, parce que c'est un dossier qu'on suit. Et je me souviens, en décembre 2018, lors de la restitution du projet, du dossier d'études d'investissement pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle, quand on révèle les chiffres de l'état des lieux de nos formations sanitaires, je pose les deux mains sur la tête. Je dis, avec cette situation, comment le Cameroun pourrait, dans un bref échéance, réussir à mettre une couverture santé universelle en place. Mais toutefois, on se dit, si on met les mêmes moyens qu'on est en train de mettre pour organiser le CHAN ou la CAN, peut-être on peut rattraper les gaps. À côté, M. Obama, il est important de comprendre que, même quand bien même on aurait résolu cela, tant que le gouvernement ou le chef de l'État n'aurait pas transmis l'avant-projet de loi ou le projet de loi à l'Assemblée nationale, on n'aura pas bougé. Et au moment où nous parlons, j'ai suivi comme vous que on devrait avoir en 2020 la couverture santé universelle, au premier trimestre 2021, au deuxième semestre. Ce que je sais, c'est que la deuxième session parlementaire de l'année 2021, ce sera en juin. Mais je me pose encore la question, si bien on venait même à soumettre le projet de loi à l'Assemblée en juin 2021 et qu'il est même voté à l'Assemblée en juin 2021 et que le chef de l'État promulgue ce projet de loi, est-ce qu'on aura même les textes d'application au cours du mois de juin 2021? Et puis maintenant, l'implémentation. Donc, je pense que si d'un côté, peut-être le ministre Manaouda est déterminé, ou bien il a la volonté, il voudrait peut-être avoir cela comme fait d'armes, de dire qu'il a été le ministre qui aurait implémenté la couverture santé universelle, il n'en demeure pas moins qu'il y a aujourd'hui pas mal de goulots d'étranglement
qui fera à ce qu'on n'arrive pas. Je veux aller plus loin et peut-être permettre aux autres de dire un mot. Pour revenir en disant que, je vous ai dit tantôt qu'on a plus de 30% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté, de pauvreté au Cameroun. Et on est donc conscient que si on dit couverture santé universelle pour revenir sur un volet économique, il y a les gens qui ne peuvent pas payer des soins. Quel que soit ce qu'on va faire, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils vivent avec moins de 500 francs par jour. Donc ils ne peuvent pas. Il faudrait donc par exemple qu'on définisse qui est indigent au Cameroun, qui ne peut pas payer. Je crois qu'aujourd'hui, il n'existe aucun document qui définit clairement qui est indigent. Il faudrait qu'on nous dise clairement qui est indigent et que ce ne soit pas des indigents. Parce que ce qui se passe dans nos hôpitaux pour le moment, c'est qu'on vous dit les réductions des morts, c'est au ministre, c'est au DG qu'on les accorde. Ça veut dire que ceux qui paraissent les plus nantis, ceux qui devraient payer, ce sont ceux-là qui sont considérés des avantages. Des avantages qui devraient être réservés aux pauvres. Alors il faudrait qu'on prenne des dispositions pour que le même scénario n'arrive pas si jamais on aboutirait à la couverture santé universelle. Ces pauvres-là représenteraient quel chiffre? Ils coûteraient combien à l'État? Parce qu'il faudrait que quelqu'un paye pour eux. Et c'est l'État qui doit payer. Et ça va représenter quoi dans le budget du Cameroun? Pendant ce temps, vous savez qu'on a le volet des salaires. Pendant que les Camerounais demandent par exemple l'augmentation des salaires, aujourd'hui les syndicalistes sont 10 niettes. Ils ne sont pas d'accord qu'on prélève encore un copec sur leur salaire, même au nom des questions de santé. Donc voilà autant de préoccupations qu'on a aujourd'hui qui font à ce qu'il faudrait un débat important. On dit on va vers la couverture santé universelle. Vous avez évoqué tout à l'heure dans le sommaire, on évoquait le volet de la communication. Vous voyez qu'aujourd'hui, interroger 10 Camerounais, sur 10 Camerounais, je ne suis pas sûr que 2 puissent vous dire ce que c'est la couverture santé universelle. Donc il faudrait également ce gros travail de communication pour expliquer aux gens d'abord ce que c'est. Pour que les gens comprennent, pour que les gens puissent adhérer. Et c'est pour cette raison que je finirai en disant que, pour moi, je pense que si le ministère porte le lead du volet technique, mais il faudrait que ce ne soit pas que on change de paradigme, que ce ne soit pas juste une affaire du ministère de la Santé, mais que ce soit une affaire portée par le gouvernement. Parce que je crains que les seules épaules ou bien le seul ministère de la Santé ne puisse pas seul réussir à mettre en œuvre ce projet. Je rappelle qu'on a essayé d'avoir un responsable du ministère de la Santé. On nous a dit là-bas que qu'ils ont été saisis un peu tard. Conséquence, on a sur le plateau avec des experts des questions de santé, des journalistes qui ne font que le travail sur les questions de santé. On a été rejoint par Dr Albert Zé, qui est spécialiste de l'économie de la santé. Docteur, bonsoir. Bonsoir Inès. Je me trompe, j'ai cru voir votre nom parmi les enseignants désormais de l'université de Douala. C'est bien ça? Félicitations. Oui, merci. C'est bien évidemment. Mieux vaut tard que jamais, hein? Et je sors de là justement, c'est pour cela que je suis un peu en retard et je m'en excuse. Alors, on va, quand on écoute, vous n'avez pas écouté Olive, vous avez écouté Joseph un tout petit peu. Quand on écoute les deux interventions, on a l'impression que la couverture santé universelle au Cameroun, du moins les annonces qui ont été faites et même le projet lui-même, comme s'il a été, il n'était pas mature et comme si on a brodé un truc rapidement. C'est d'abord l'effet d'annonce qui a été recherché. Quel est votre avis sur les annonces qui ont été faites sur la couverture santé universelle et sur l'avancement ou l'avancée au Cameroun? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estime que c'était morné? Évidemment, Ernest, vous savez, j'ai été l'un des rares qui a beaucoup écrit sur ce sujet. Et jusqu'à présent, je continue à écrire dessus. J'ai une spécialité d'écrire sur les politiques de santé en Afrique. Donc j'ai fait beaucoup de travaux sur les questions de couverture santé universelle. Et j'ai été celui-là qui, à un moment donné, j'ai écouté mon cher ami que j'aime beaucoup. Il disait que c'est depuis 2018 qu'il y a des déclarations. Maintenant, c'est depuis 2016. Parce que je me rappelle très bien, lorsque je rejoins l'équipe qui travaillait sur l'élaboration de la stratégie de financement de la santé, c'est à ce moment également que parallèlement, ceux qui faisaient le projet couverture santé, en fait le groupe technique de la couverture santé universelle également travaillait, et de temps en temps on se retrouvait à Douala
dans des ateliers pour essayer d'en discuter et tout le reste. Et c'est à ce moment que j'avais véritablement saisi le sujet de la couverture santé universelle au Cameroun. Mais déjà, il faut savoir que nous parlons de couverture santé universelle aujourd'hui, mais nous sortons d'une longue période d'instabilité sanitaire et d'instabilité de politique de santé. Nous avons eu déjà pratiquement une dizaine de politiques de santé au Cameroun qui ont eu le même sort. Et j'ai à cette époque dit que si nous nous amusons, le projet en question va être morné. Et nous sommes en plein aujourd'hui. Je le dis pourquoi? Parce que dès le départ, il y a eu une confusion de choses. Il y a une différence entre la couverture santé universelle et ce qu'on est en train de faire au Cameroun. Ça, il faut le dire clairement, il faut que les gens nous écoutent et qu'ils comprennent. Ce que nous sommes en train de faire au Cameroun, c'est l'assurance maladie et non la couverture santé universelle. Alors, c'est quoi la différence entre la différence, elle est très simple. La couverture santé universelle est une vision, au même titre que l'émergence. Quand vous dites nous allons être émergents en 2035, ça veut dire que les anglophones, ils appellent ça des targets, donc des cibles atteintes. On va atteindre la couverture santé universelle, je crois l'horizon c'est 2030, depuis pratiquement où on avait dit que le début devait être 2019, parce que on avait fait une estimation avec des gars qui étaient venus d'Oxford sur 11 ans, c'était probablement ça, c'est-à-dire que j'avais fait partie justement de cette équipe qui faisait cette estimation. On a dit 11 ans, donc de 2019 à 2030. Pour atteindre justement les fameux 1300 milliards qu'on présente partout. Donc du coup, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que vous avez là une cible à atteindre. Et lorsque vous avez donc une cible à atteindre, vous mettez donc sur pied un ensemble de politiques qui permettent d'atteindre cette cible. Je prends l'exemple toujours de l'émergence. Vous avez vu, nous avons dit que nous serons émergents en 2035 et par conséquent, pour atteindre l'émergence, nous avons divisé en phases. Nous avons eu le DSE qui malheureusement a eu le résultat que nous connaissons. Et puis maintenant, nous avons la SND 30 qui doit nous amener jusqu'en 2030. Donc vous voyez que tout est bien organisé lorsqu'on a une cible atteinte. Maintenant, c'est la même chose lorsqu'on se dit qu'on va atteindre une couverture santé universelle. Allez lire dans les écrits comment les autres pays ont fait justement ce processus. Pour atteindre cet idéal-là. Voilà. Donc, maintenant, l'assurance maladie est justement cet instrument qui vient couronner en quelque sorte tout le processus. C'est-à-dire, lorsque vous avez déjà mis sur pied un système de santé solide, efficace et bien géré, et que vous avez déjà permis à ce qu'il y ait une adaptation entre les fonctions de ce système de santé et ses objectifs, et que ce système de santé maintenant produit les soins de santé de qualité. À ce moment, on fait bénéficier ces soins de santé de qualité à un large spectre de la population en mettant sur pied une assurance maladie. Ce que le Cameroun est en train de faire aujourd'hui, c'est comme par exemple, vous avez un individu qui arrive à l'hôpital et directement on l'amène au bloc opératoire, on dit on l'opère d'abord et on va voir après ce qu'il a. C'est en réalité ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on dise les choses clairement. On brûle les étapes. On brûle les étapes. On brûle les étapes. Ça, il faut expliquer. Maintenant, j'ai souvent l'habitude d'expliquer la couverture santé universelle d'une manière très simple pour que les gens comprennent. J'appelle ça la théorie de la maman qui vend les beignets. Alors, vous avez au quartier une maman qui vend les beignets, qui produit 100 beignets, mais elle a 150 personnes qui demandent les beignets, donc elle a une demande de 150 personnes. Et on suppose que son beignet, c'est 25. Alors, dans son marché, elle ne peut satisfaire que 100 personnes. Donc, il y a 50 personnes qui ne peuvent pas être suffisamment, qui ne peuvent pas bénéficier justement du beignet, bien que étant éligibles sur le marché, bien qu'ayant leur 25. Donc, son marché est déséquilibré. Et comme vous voyez en économie, ce genre de déséquilibre
c'est généralement les déséquilibres les plus nocifs parce qu'on cherche toujours à satisfaire la demande. Alors, on a donc un problème. Nous avons un marché qui est déséquilibré et on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre le problème de ce marché? Alors, nos chers experts du ministère de la Santé vous disent que non, il faut plutôt subventionner le prix du beignet pour qu'il devienne plutôt moins. Vous voyez un peu? Je vois. Alors, ça veut dire qu'on va donc quitter d'un beignet qui coûtait 25 francs à un beignet qui coûte 15 francs. L'effet automatique, les conséquences automatiques de ce jeu sur le prix, c'est que la demande est boostée. Ça veut dire que ceux qui n'avaient pas la possibilité de s'acheter un beignet parce qu'ils avaient seulement 15 francs sont désormais éligibles sur le marché. Donc, on a désormais donc un marché qui va passer de 150 personnes à peut-être 200 ou 250 personnes, mais la demande reste la même. On a un marché qui s'est déséquilibré davantage. Alors, les conséquences directes, c'est quoi? C'est que vous avez donc 250 personnes qui veulent s'en baigner et il y aura donc des effets pervers sur le marché, notamment un effet de corruption, parce que s'il faut avoir le beignet, il faut bien monnayer et tout le reste. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, il va naître des effets indirects et des coûts indirects qui vont maintenant venir gonfler réellement le coût normal du beignet. On aura fait semblant, en quelque sorte, d'avoir baissé le prix de ce beignet, mais en réalité, le prix n'a pas baissé. Il a plutôt augmenté. C'est un peu ce que j'essaie d'expliquer tout le temps aux gens, que lorsque vous êtes dans une situation comme celle-là, il faudrait mieux résoudre le problème de l'offre. Mais j'ai bien compris pourquoi est-ce que nous sommes dans cette comédie à large échelle. Je le dis parce que il y a de cela quelques mois, je pense, oui, il y a de cela quelques mois, sur un autre plateau, j'avais été face à un responsable du ministère de la Santé et je lui avais posé une question expressément de savoir est-ce qu'il maîtrise les caractéristiques du marché de la santé au Cameroun. Il m'a fait comprendre qu'eux, ils ne considèrent pas la santé comme un marché. Voilà là où tout vient exactement. Parce que quand vous ne connaissez pas les caractéristiques d'un marché, vous fonctionnez comme un aveugle. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Il faut qu'on le dise clairement. Pour mettre sur pied un projet comme ce que nous sommes en train de faire actuellement, il faut un certain nombre de choses. Ici, sur le plateau, on a déjà parlé de ces différents préalables qui sont très importants. Et ces préalables, justement, c'est dans le cadre de la couverture santé universelle, pas dans le cadre de l'assurance maladie. Parce que dans le cadre de l'assurance maladie, on entre encore dans d'autres préalables. La première des choses qui est là, c'est que vous avez un système de santé où vous avez une très mauvaise gestion concernant le budget alloué à la santé, où vous avez 90% du budget alloué à la santé qui va dans autre chose que la santé. J'explique de façon très simple. Vous donnez 10 000 à votre femme le matin pour qu'elle vous fasse à manger, vous fait à manger avec 1000 francs. C'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez ce genre... L'argent va où? C'est ça la véritable question. L'argent va dans des dépenses autres que les dépenses de la santé. Ça, il y a plein de rapports qui ont été faits là-dessus. Donc, quand vous avez déjà d'abord ce système qui fonctionne de cette manière, ça cause problème. Et vous voyez que la conséquence directe s'est appliquée sur la gestion des fonds Covid, où vous avez vu beaucoup de dépenses qui ont été faites, qui n'ont pas été faites de façon rationnelle. Donc, à chaque fois qu'il faut mettre sur pied un projet aussi énorme, il faut comprendre qu'il faudrait absolument avoir un socle important qui peut porter un pareil projet. Je le dis ici parce que j'ai essayé de faire l'autopsie des différentes politiques passées avant la couverture santé universelle. Ceux qui étaient des défenseurs de santé pour tous en l'an 2000, pourquoi aujourd'hui ils ne parlent plus? On ne les voit même plus. On leur pose la question, ils font comme s'ils n'étaient pas là. C'est la même chose d'ici peu, d'ici quelques mois, ceux qui défendent la couverture santé universelle vont disparaître complètement parce que, en réalité, quand on fait en médecine, quand on fait un mauvais diagnostic, on va faire un mauvais traitement. C'est clair.
On a été rejoint par Philippe Soa, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Ça va. Alors, vous avez travaillé sur la couverture santé universelle. Vous avez écouté attentivement le docteur Albert Zé. À écouter le docteur Albert Zé, j'ai l'impression qu'on n'était pas prêt, c'est clair. Et maintenant, on est embarqué. Je présume que dans le budget de l'année 2021, peut-être on a prévu l'argent pour la couverture santé universelle. Pourquoi rien ne bouge? Non, je peux relire, mais je ne le crois pas. Je crois qu'on n'a pas provisionné. On n'a pas provisionné une ligne sur... Parce que je crois qu'il y a encore débat. C'est-à-dire que l'extrême centralisation de l'État, je crois, fait en sorte que toutes les parties intéressées par cette question ne sont pas forcément associées au travail de préparation qui est en cours. Il n'est pas juste qu'aux membres du groupe technique national dont certains se sont surpris de découvrir par voie de presse qu'il y avait une structure dédiée déjà pour la mise en œuvre du projet de la couverture santé universelle. Alors que, en principe, c'est eux qui auraient dû étudier le dossier et avant de faire... Vous parlez de la CNPS? Non, je parle du groupe technique. Ah, d'accord. Les experts que le gouvernement a réunis pour qu'ils fassent en quelque sorte le squelette de la couverture santé. Donc, après, ils se sont levés un matin, en tout cas certains, ils ont appris à la télé qu'on a mis une société qui va maintenant continuer le projet. Société coréenne? Bon, enfin, disons, des Camerounais qui disent qu'ils sont dans une société coréenne. Parce qu'au moment où cette société est annoncée, on n'a aucune référence. En fait, personne ne sait rien, aucune trace d'elle. Bon, plus tard, on va commencer à produire quelques éléments pour donner l'identité coréenne à la... Mais je crois que ça, c'est un premier point. Le deuxième, et je crois que c'est là où je vais aller dans le sens du docteur Zé tout à l'heure, c'est qu'au niveau des arbitrages, on a un premier problème sur le financement même de la santé. Je laisse la gestion des ressources, effectivement, qui vont dans la bureaucratie. Mais il y a que au Cameroun, la santé est sous-financée, extrêmement sous-financée. C'est-à-dire que le dernier décompte que j'ai fait là, pour 2021, le budget de la santé représente à peu près 3,80% du budget global. En 2019, 2020, on était à peu près autour de 4%. Sur les 15 dernières années, on a rarement atteint 7%. Le problème, c'est qu'il y a un engagement que les gouvernements ont pris en 2001 et qui demandait que l'État affecte 15% du budget au secteur de la santé. Parce qu'il faut d'abord cela, parce qu'en réalité, après maintenant, le docteur dit il faut travailler sur la mise à niveau du plateau technique et un certain nombre d'autres investissements qu'il faut faire. Et je ne suis pas sûr que c'est avec ce budget-là qu'on pourra. Après, il y a d'autres arbitrages sur qui va payer. Parce qu'il évoquait tout à l'heure l'étude qu'ils ont faite et qui a estimé à peu près à 11 ans. 1300 milliards qu'il fallait. D'accord. Sauf que quand on a évalué la capacité contributive de chaque Camerounais, en tout cas de toutes les couches sociales, il s'est dégagé un gap d'à peu près 1000 milliards. Donc il faut bien trouver cet argent quelque part, parce que le principe, c'est que vous êtes pris en charge et la collectivité, réunit les ressources pour payer le traitement dont vous avez été bénéficiaire. Donc, pour le moment, on ne s'est pas encore accordé. Et le fait que le dossier ne soit pas partagé entre toutes les parties prenantes rend sa finalisation extrêmement difficile. Vous avez les syndicats qui se plaignent, vous avez le patronat qui se plaint, vous avez les ordres professionnels dont on n'est pas très sûr. Enfin, on ne voit pas à quel niveau ils sont impliqués. Donc, tout cela fait que, je ne sais pas, les petits génies... Qui est à l'origine de ces cafouillages, alors, si on va... Ah ben, le gouvernement... le gouvernement, je crois qu'il y a eu un problème au niveau du pilotage entre le ministère de la Santé et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Et on peut rappeler que le problème même de la couverture santé sociale au Cameroun est un problème qui, politiquement,
cristallise, j'allais dire, soit les passions, soit les oppositions. Vous savez qu'on est là peut-être au 3e ou au 4e projet qui va voler, peut-être pas qui va voler en éclat, mais en tout cas, qu'on essaye de mettre sur pied. On avait essayé déjà un premier projet qui s'est arrêté le jour même où il fallait être mis sur pied. Après, on a essayé de réformer la CNPS pour faire un peu ça. Je crois que le projet a aussi été bloqué. Donc là, on est sur ce dossier-ci. Je ne suis pas sûr, effectivement, Vous voulez faire une précision avant de passer la parole aux autres? Oui, je voudrais faire une précision. En fait, j'aime bien cette disposition d'affecter 15% du budget à la santé. Mais sauf que il y a un souci. Ce n'est pas une disposition qui est un idéal. Parce qu'aucun pays au monde n'a atteint cet idéal. Mais il y a des pays qui réussissent à gérer le peu qu'ils ont pour produire des bons soins de santé. Ça, c'est une chose. Parce que même le pays qui a le plus bon système de santé, je crois, c'est 13%. Maintenant, autre chose qu'il faut dire ici, c'est que nous, on avait essayé de faire une estimation, mon collègue et moi, quand j'étais à la Banque mondiale, on avait estimé l'enveloppe globale de la santé au Cameroun. Parce qu'il faut se dire une chose. Quand on parle de l'enveloppe de la santé au Cameroun, on a tendance seulement à se focaliser sur le budget du ministère de la Santé, seul. Mais on oublie que les ministères de l'éducation de base, secondaire, supérieur, ont des budgets alloués à la santé. Le ministère de la Défense a un budget alloué à la santé. Quand vous essayez de le faire, quand vous essayez de capter un peu tous ces petits pourcentages, vous allez voir que le Cameroun donne assez d'argent à la santé. Mais sauf que il faut aller voir les circuits que ces agents prennent. Ça, c'est l'une des choses. Maintenant, je voudrais faire une autre précision sur les 1300 milliards. En réalité, les 1300 milliards n'avaient rien à voir avec le projet CSU. Ça, il faut le dire. Il n'y avait aucun lien entre la CSU et les 1300 milliards. Et je vous explique ça de façon simple une fois de plus aujourd'hui. C'est que lorsque nous élaborons la stratégie de financement de la santé, les 1300 milliards correspondaient aux besoins de santé des populations camerounaises qu'il faut satisfaire à l'horizon 2030. Et de façon échelonnée, on devait trouver des moyens. Ce n'est pas un argent qui devait venir des cotisations des populations. Non, pas du tout. C'était des moyens, on devait trouver des niches dans lesquelles on pouvait tirer de l'argent pour financer la santé des populations. Maintenant, du jour au lendemain, ça fait comme tous les projets au Cameroun. Du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec un discours selon lequel on a besoin de 1300 milliards pour faire la CSU. Ça n'avait aucun lien. Ça, il faut le dire clairement. Le lien qu'on a créé à ce niveau. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une histoire où, lorsque vous regardez les capacités contributives des populations et de tout le Cameroun, on est à 358 milliards. Donc, vous voyez qu'il y a un gap pratiquement de 1000 milliards qu'on ne peut pas combler parce que les deux projets n'étaient pas liés dès le départ. Et je ne sais pas qui a eu l'ingénierie et l'intelligence de venir le faire. Oui. Alors, je voudrais revenir effectivement sur le financement de la santé. Parce que c'est un volet qui m'intéresse particulièrement. Et peut-être pour aller plus loin, au-delà, tout à l'heure, Albert s'est arrêté à ce qui est alloué au ministère. Mais je voudrais vous dire par exemple que, vous savez, on nous a sorti les tests, le traitement du paludisme est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans, le VIH qui est censé être gratuit, et puis la tuberculose. Seulement que quand vous entrez maintenant dans ces programmes-là, vous allez découvrir, quand vous regardez les budgets de ces programmes, le paludisme, je crois qu'ils ont un budget annuel autour de 50 milliards. Tout à fait. 50 milliards pour le programme national de lutte contre le paludisme au Cameroun. Et ça, ce n'est que ce que le Fonds mondial donne, parce qu'il y a d'autres partenaires qui également financent des activités. Maintenant, quand vous prenez le sida, le VIH-sida, vous êtes pratiquement autour de ce montant. Vous verrez tout de suite que si vous considérez rien que le budget que le Fonds mondial donne,
pour le paludisme et le sida, ça vous donne, Ernest, pratiquement 100 milliards. Ça vous Par donne- an. Par an. Je parle de par an. Tout à fait. Par an. Vous verrez que dès que vous allez ajouter la tuberculose, vous serez à plus de 5 milliards de francs par an. Et vous comprendrez donc que le véritable problème qu'on a n'est pas premièrement un problème de ressources. Vous verrez donc que malgré... Ressources financières. Ressources financières. Oui. Vous verrez donc qu'avec ces 50 milliards, malheureusement aujourd'hui, la dernière campagne de distribution des moustiquaires n'est pas encore arrivée dans la région du centre, par exemple. Vous verrez que si vous allez à l'hôpital, la gratuité peine encore à être effectivement peine à être effective sur le terrain. Ça veut dire que c'est encore comme ça. Quand vous arrivez par exemple à la Sénamé, vous regardez les tonnes d'antipaludéens qui périment chaque année. Mais où va donc cet argent? Mais c'est pour vous dire aujourd'hui que, il a évoqué un volet non négligeable qui soit la gouvernance. Quand vous interrogez, par exemple, je me souviens une fois quand les administrateurs de santé publique ont posé le débat sur la table, sur la gouvernance hospitalière au Cameroun, mais il fallait écouter, c'était les gorges chaudes. Parce qu'on a un problème aujourd'hui où vous arrivez, vous trouvez un type qui est directeur d'hôpital, mais qui n'a aucune notion en gestion et qui prend les décisions de façon arbitraire. Et allez regarder la qualité de nos hôpitaux. Mais allez-y voir, on vous dira, vous avez des recettes, vous avez un certain nombre de choses. Je me souviens, je suis arrivé dans un hôpital où un directeur a fait 4 mois sans pouvoir tondre l'herbe. Hein? Donc on a aujourd'hui cet autre problème que il y a des ressources financières qui sont là, mais qui sont mal gérées. Très mal géré. Et je pense que si on commençait par peut-être trouver un moyen de mettre cet argent dans un seul panier, ça veut dire que si on commence aujourd'hui à dire que ce qui est paludisme, ce qui est sida, ce qui est tuberculose, ce qui est hépatite, ce qui est... Nous avons 1000 projets qui sont financés par 1000 bailleurs de fonds. Ce qui est du programme élargi de vaccination. Si on essayait de prendre tout cela... Dans une même enveloppe. Dans une même enveloppe. Et c'est ça qu'Albert disait. Vous verrez qu'on a suffisamment de ressources. Associées maintenant au budget de l'État qui, par exemple, vous allez poser la question, quelle est la relation? On a une direction de la santé militaire au ministère de la Défense. On a une direction de la santé, de la sécurité nationale. Mais allez, posez-vous juste la question, comment tous sont là pour la santé publique? Même si les autres ont un trait santé militaire, mais c'est santé publique. Parce que quand vous interrogez le directeur de la santé militaire, vous dit 70% de nos populations, de nos patients sont les populations civiles. Donc vous comprenez que tout cet argent-là, si on réussit aujourd'hui à quadriller, ça sera un départ. Mais à côté, moi je m'interroge s'il est vrai que le chef de l'État a eu à dire de façon, à prendre un engagement politique de mettre à la couverture santé universelle sur pied au Cameroun, mais je me pose la question, je reste convaincu d'une chose, aujourd'hui que si le président Biya décide qu'on aura la couverture santé universelle telle que cela se doit au Cameroun, moi je reste convaincu que c'est possible. Parce que cela a été fait dans d'autres pays. Parfois des pays, et des pays parfois qui étaient dans des situations économiques un peu plus difficile que les nôtres. Difficile que les nôtres. Donc moi je pense que il faut aujourd'hui, moi je parle de la concrétisation de cette volonté politique. C'est important aujourd'hui de mettre cela sur la table. Quand on reste, on ne peut pas avancer, par exemple, si on n'a pas une loi. Et Dieu seul sait, si je ne me trompe pas, je crois que nous sommes à 3 ou 4 projets de loi. Tout à l'heure, il parlait de SUCAM. Mais je voudrais vous dire que, et on le sait tous ici, avant qu'on arrive à une entreprise privée qui doit gérer la couverture santé universelle, au départ, c'était qu'il fallait soit créer une entreprise publique qui devrait gérer la couverture santé universelle, ou bien annexer le projet de couverture santé universelle à une entreprise publique existante. La CNPS. Mais du jour au lendemain, on s'est réveillé, ce projet de loi a été mis de côté, et puis on s'est réveillé un matin, il fallait écrire un autre, et puis on s'est retrouvé avec SUCAM. Donc, c'est pour dire aujourd'hui que, effectivement, quand on essaie de voir tout cela, il y a un certain nombre d'éléments qui chevauchent. Parce que couverture santé universelle, c'est également donc
la sécurité sociale. Ça, il ne faut pas perdre de vue. Donc, il faudrait que ces éléments-là soient aujourd'hui, qu'on puisse converger. Moi, je pourrais dire aujourd'hui que, est-ce que le Cameroun est capable d'avoir une couverture santé universelle? Oui. Maintenant, je vous ai dit tantôt qu'on a 1300 formations sanitaires réhabilitées. Ça veut dire que même si vous prenez tous les ingénieurs du Cameroun, on ne pourrait pas réhabiliter ces hôpitaux avant fin 2021. Parce que ça va prendre du temps. C'est pour cette raison que c'est de façon progressive qu'on pourra arriver à une couverture santé universelle. Mais il faut commencer. Mais maintenant, pour commencer, il faut que des jalons soient posés sur des bases claires et solides. D'accord, c'est compris. Je voudrais rebondir un peu sur... C'est vrai que allez-y d'abord, j'avais une question à vous poser. D'accord. Alors, Joseph a dit deux choses qui m'ont interpellée. Premièrement, c'est que il y a des pays qui ont mené également la couverture santé universelle. Je pense que quand on prend un pays comme le Rwanda, le Rwanda parle de l'assurance santé universelle. Et non la couverture santé. Et non la couverture santé universelle, qui couvre qui couvre plus de 90% de la population. Donc, il faut que les gens comprennent bien ces termes-là. Joseph a semblé tout à l'heure dédouaner le ministère de la Santé, la responsabilité du ministère de la Santé dans la mise en œuvre de cette couverture de santé universelle. Je voudrais dire que c'est vrai que le ministère de la Santé, il y a plusieurs ministères qui sont greffés, qui doivent normalement être greffés au ministère de la Santé pour la couverture santé universelle, notamment le MINAS, notamment le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Sauf que avec l'arrivée du ministre, on a mis à l'écart les personnes qui étaient déjà dans le groupe de travail national. On les a mis à l'écart. Et quand on a vu l'évolution, on a sorti une entreprise sous le manteau. On a posé... Tout le monde était surpris de voir cette entreprise-là. Il y a également eu qu'on n'a pas impliqué le secteur privé à temps. Il y a qu'en février que le ministre est allé voir le GICAM pour discuter avec le GICAM. Et je voudrais dire que dédouaner le ministère de la Santé aujourd'hui ne me paraît pas la chose à faire. Pourquoi? Parce que quand le ministre de la Santé arrive au ministère de la Santé, il a une lettre de mission du Premier ministre qui stipule ceci, permettez-moi de lire. Vous devez vous atteler à soumettre à mes services au plus tard à la fin du premier semestre 2019 un plan actualisé sur la mise en œuvre de la phase pilote de la couverture santé universelle au Cameroun. Là, c'est la feuille de route. Ça, c'est la lettre de mission que le Premier ministre confie au ministère de la Santé en mars 2019. Donc, aujourd'hui, vouloir dédouaner le ministère de la Santé ne me paraît pas la chose à faire, je l'ai dit. Revenons maintenant au préalable de la couverture santé universelle. Quand on parle de la couverture santé universelle, ça demande un certain nombre de préalables. Parmi ces préalables, il y a la ressources humaines, il y a la qualité des soins de santé, je l'ai dit. Il y a la gouvernance. Je vais m'arrêter sur la gouvernance, je ne vais pas aller sur la disponibilité du médicament, je ne vais pas aller même sur les financements, je vais m'arrêter sur la gouvernance. On suit tous l'actualité liée au Covid-19. Toutes les informations relatives à la gouvernance. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait problème dans la gestion du Covid-19? Ce ne sont pas... Enfin, il y a les chiffres, c'est vrai, mais il y a un problème de gouvernance. Quand on sort maintenant des couloirs du ministère de la Santé en matière de gouvernance, on va dans les hôpitaux. On sait très bien que c'est dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont de hauts lieux de corruption. Chacun a sa petite histoire avec les hôpitaux aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai dû monnayer ceci, j'ai dû faire ça pour avoir des soins, Joseph est témoin, il a eu à avoir un trafic d'influence pour pouvoir accéder à certains soins. Donc, les hôpitaux sont aujourd'hui des hauts lieux de corruption. Donc, la gouvernance, il faut assainir nos hôpitaux, notre système de santé. Et ça passe par la gouvernance. Aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle, c'est vrai, mais on ne sait pas quel est le montant qui sera prélevé pour les salariés. On ne sait pas, on n'a pas encore élagué la question des indigents. On n'a pas élagué la question des indigents. On n'a pas la loi sur la couverture santé universelle. Donc, tout ceci conforte dans l'idée de ce qu'on a mis la charrue avant les bœufs.
Joseph est optimiste, mais moi, je ne le suis pas. Il est optimiste. On peut, c'est vrai, mais il y a des préalables à mettre. Et l'OMS insiste parce qu'on est calqué sur le modèle de l'OMS. On aime dire, l'OMS a demandé qu'on fasse ça, l'OMS a demandé qu'on fasse ça. L'OMS insiste sur les préalables pour la mise en place de la couverture santé universelle. Quand on voit aujourd'hui la disponibilité du médicament, la qualité des soins, moi, j'ai envie de demander aujourd'hui, quelle est... la couverture santé universelle va trouver quel système de santé au Cameroun avec 1303 formations sanitaires à réhabiliter. Donc, Joseph est optimiste, c'est son droit, mais je pense qu'on est parti vers une affaire incertaine, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter l'affaire, on recommence à zéro, on reprend les études, ou alors on crée une task force peut-être? Ernest, on ne peut pas arrêter ce qui est zéro. Donc, il n'y a rien. Zéro, il n'y a rien. Ça, il faut qu'on le dise clairement. Vous savez, si vous avez votre femme à la maison et que, je dirais peut-être en 50 ans de vie, elle passe le temps à avoir des fausses couches, est-ce que vous allez continuer à lui donner des grossesses sans se poser des questions? Vous allez vous poser une question et vous allez chercher à trouver qu'est-ce qui cause le problème. C'est ça le problème. Chez nous, au village, on dit généralement que si tu trouves étrange la position du cadavre, change de façon de pleurer. Mais quel est ce pays où vous avez plus de 10 politiques de santé depuis les indépendances qui ont échoué? Mais on continue à courir vers les politiques de santé comme si on n'avait pas une expérience. Quand vous avez une expérience dans l'échec, ça doit vous aider. On ne peut pas se lever aujourd'hui et de recommencer à dire que non, il faut qu'on ne peut pas se dire il faut qu'on essaye, il faut qu'on commence quelque part, parce que c'est ce discours en quelque sorte qui nous cause problème. Le discours de il faut qu'on commence quelque part. Quand on va commencer quelque part dans l'échec, on va se rendre compte plus tard qu'on a dépensé tellement de ressources connaissant déjà le résultat. Et du coup, on revient en arrière. Quand on revient en arrière, on ne revient pas au même niveau, mais on va plus loin en arrière parce qu'on a dépensé suffisamment d'argent. Donc moi je pense aujourd'hui que, et je l'ai toujours dit, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Et comment? C'est très simple. C'est très simple. Moi, la dernière fois, en 2020, j'ai publié un ouvrage justement dessus, sur la stratégie de mise à niveau de notre système de santé. Et je l'explique clairement comment est-ce qu'on peut le faire. C'est pas magique. Les autres sont arrivés. Pourquoi? Parce que justement, il y a une volonté. Joseph parlait d'une volonté du chef de l'État. Mais ça démontre clairement qu'il n'y a pas de volonté au Cameroun. Et moi, j'étais même très surpris l'année dernière, lors de la journée mondiale du paludisme, de voir que parmi les recommandations pour vaincre le paludisme au Cameroun, en 2020, on dit qu'il faut la volonté politique. Donc ça veut dire que depuis des années, on n'a pas de volonté à faire quoi que ce soit. Donc il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye et qu'on comprenne certaines choses. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que il ne faut pas avoir mal de dire que on a échoué. Il ne faut pas avoir mal de dire que notre système de santé est inexistant. Je le dis tout le temps parce que si je pose la question aujourd'hui, quelle est la structure réelle de notre système de santé? Personne ne peut répondre à cette question parce qu'il n'en existe pas. Ceux qui sont des spécialistes dans les questions de renforcement des systèmes de santé savent de quoi je parle. Notre système de santé n'est appuyé sur aucune structure. On essaye de fonctionner comme le système de santé français sans avoir les éléments de fonctionnement de cette structure. Donc, il y a une combinaison qu'il faut à chaque fois faire. Si aujourd'hui, puisqu'il y a deux types de structures, des systèmes de santé décentralisés et centralisés, pas la décentralisation qu'on connaît, c'est autre chose dans les systèmes de santé. Quand vous voyez donc le fonctionnement du système de santé camerounais, il essaie de fonctionner un peu comme celui de la France, un système mixte, mais sauf qu'il n'y a pas de ressources qui vont avec. Donc, il faut redéfinir notre structure, où est-ce qu'on se trouve
et comment est-ce qu'on organise ce système de santé. Et quand vous venez maintenant voir dans l'organisation, s'il y a correspondance entre les fonctions et les objectifs, vous voyez bien évidemment que notre système de santé ne s'appuie pas sur l'atteinte des objectifs du système de santé. Pas du tout. Parce que beaucoup de responsables ne connaissent même pas les objectifs du système de santé. Donc du coup, vous voyez qu'on fonctionne avec ce que j'ai appelé il y a quelques années, lorsque j'avais fait cette publication sur la résilience des systèmes de santé en Afrique, ce que j'ai appelé un système de santé perturbé. C'est-à-dire un système de santé qui fonctionne hors de son état d'origine, dans l'état dans lequel il doit fonctionner. Alors, quand vous avez un système de santé comme celui-là, il est évident que toute politique que vous allez mettre sur pied dans ce système de santé va échouer. Elle sera vouée à l'échec. Automatiquement. Et la preuve, on a vu les recommandations de la conférence d'Alma-Ata, nous avons vu le recouvrement de coûts qui aujourd'hui, c'est l'initiative de Mamako sur le recouvrement de coûts qui aujourd'hui crée les insolvabilités dans nos hôpitaux à tout bout de champ. C'est également le problème de gestion des recettes hospitalières, c'est cette initiative. Nous avons vu les OMD, nous avons vu Santé pour tous en l'an 2000, les accords avec l'Union africaine. Nous sommes aujourd'hui dans les ODD qui ont pondu directement la couverture santé universelle. Ce qu'il faut savoir, au quartier, on fait croire aux gens que les organismes internationaux viennent nous imposer des choses. Je veux que ce débat s'arrête, qu'on ne raconte plus des histoires aux gens. Les organismes internationaux n'imposent rien aux gens. C'est la paresse des Camerounais, de certains Camerounais, qui fait à ce qu'on croit que c'est le cas. Je vais vous expliquer de façon très simple. L'OMS dit, selon le processus de mise en place des ODD, il faudrait que les pays aillent vers la couverture santé universelle. Alors, pour aller vers la couverture santé universelle, voici les préalables. C'est sur le site de l'OMS, tout le monde peut aller lire, à la première page. Voici les préalables. Voilà ce que l'OMS dit. Ils disent, on souhaiterait que les pays aillent vers la couverture santé universelle dans le cadre de la mise en place des ODD. Et voici les préalables. Ça veut dire quoi en français facile? Ça veut dire que nous souhaitons que les pays puissent donner une santé de qualité aux populations, à large échelle, pourquoi même pas à toute la population. Mais pour cela, les pays doivent avoir des systèmes de santé solides, efficaces et bien gérés, doivent avoir des médicaments et équipements en tout moment et en abondance, doivent maîtriser le coût des soins et à la fin avoir un personnel en nombre suffisant, bien formé et motivé. C'est très important. Alors quand l'OMS a fini de le dire, c'est à ce moment donc que nous, dans notre pays, comme dans tout autre pays, on doit faire venir des experts pour voir dans quelle mesure on peut mettre sur pied des politiques qui permettent d'atteindre justement ces préalables. Mais vous voyez que des gens viennent vous dire, au nom de l'OMS, nous allons faire l'assurance maladie. L'OMS ne vous a pas dit de faire l'assurance maladie, c'est très faux. C'est très faux. L'OMS ne vous a pas dit de faire l'assurance maladie parce que l'OMS même connaît que l'assurance maladie est le dernier processus lorsque vous avez déjà atteint ces préalables. C'est ce processus maintenant qui permet à ce que les populations puissent bénéficier justement donc des conséquences positives de la mise en place d'un système de santé qui est performant. Vous n'allez donc pas avoir un système de santé qui ne soigne que des blessures et dire aux gens qu'ils vont cotiser pour qu'ils aient accès aux soins de blessures. La conséquence la plus difficile de cette histoire, je le dis toujours à tous mes amis médecins, c'est que c'est vous qu'on vise. C'est vous qu'on vise. Les médecins? Oui. Ce sont les médecins qui vont payer le prix le plus lourd. Et j'explique ici là pour que tous les autres puissent comprendre. Lorsque vous voyez aujourd'hui la situation de notre système de santé, vous allez vous rendre compte d'une chose, Ernest. C'est qu'un individu arrive à l'hôpital, il a encore son argent dans les poches. Il veut être pris en charge et on lui fait comprendre que non, vraiment, il n'y a pas de gants.
il n'y a pas de seringue, il tape sur le personnel de santé. Ça, vous connaissez cette situation. Imaginez-vous un seul instant qu'il a déjà cotisé son argent et il arrive, il se fait, et on vous lui dit qu'il ne peut pas se faire prendre en charge, il va tabasser tout l'hôpital. Pourquoi même pas tuer quelqu'un? Parce que la conséquence directe, c'est que j'ai cotisé mon argent, on a bouffé. Si on ne me prend pas en charge, c'est qu'on a bouffé mon argent. Et on va beau lui dire que le système de santé n'a pas d'équipement, n'a pas de médicaments, ne fonctionne pas à merveille. Il ne va pas écouter cela parce que son argent est déjà entré. Je prends souvent l'exemple de la situation des moins de 5 ans, le traitement de moins de 5 ans de paludisme, qui est censé être gratuit depuis pratiquement 5 ans aujourd'hui. Et quelqu'un m'a dit justement sur un plateau que il se contente du fait qu'il traite le paludisme de moins de 5 ans sur les papiers. Donc sur les papiers, c'est gratuit et c'est bon. Donc qu'on ne les gêne pas. Il en parlait également. Oui, qu'on ne les gêne pas. C'est gratuit sur les papiers, donc c'est bon comme ça. Qu'on ne leur pose plus de questions là-dessus. Donc, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Tout simplement parce que c'est un traitement qui est basé sur une molécule spécifique qu'on appelle généralement artésunate amodiaquine, AZAC. Donc, c'est cette molécule qui doit être le traitement, parce que quand vous voyez l'affiche, c'est justement tout un paquet qu'on doit maintenant donner à un enfant qui est censé être malade. Donc, du coup, ce traitement n'existe pas. Là où il existe, il est stocké quelque part où finalement il périt. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas utilisé? Tout simplement parce que les centres de santé qui sont au niveau communautaire, donc à la base, fonctionnent uniquement et grâce au paludisme. Parce que je vous ai dit ici, il y a une fois, on était sur ce plateau, que les centres de santé, du moins le centre de santé que j'avais vu avec une subvention annuelle venant du ministère, c'était 10 000 francs CFA. Je vous avais parlé de ça. 10 000 francs CFA oui, chez vous, à Fanloum. À Fanloum, ok. Voilà, donc 10 000 francs CFA. Subvention annuelle pour un centre de santé. Oui, qui vient du... Donc vous voyez que pour que ce centre de santé fonctionne, il n'y a que le paludisme qui fait tourner les centres de santé. Donc si vous dites au centre de santé aujourd'hui de traiter gratuitement les moins de 5 ans, il ferme. C'est automatique. C'est automatique qu'il ferme. Donc, il n'y a pas eu une préparation. Et j'avais fait un rapport dessus, que j'ai également, comme d'habitude, soumis avec proposition. Mais comme généralement, on trouve que c'est gênant de proposer ce qui est bien pour son pays, bon, on passe là-dessus. Donc, la réalité ici, c'est que il y a ce qu'on appelle une impréparation. Et cette impréparation est due à une seule chose. C'est dû au fait que on prend des gens, ça il faut aussi qu'on le dise, ça doit faire mal, mais il faut qu'on le dise. On prend des gens qui n'ont aucune connaissance sur certains domaines, on leur confie un certain nombre de réflexions. Forcément, ils ne peuvent pas donner le bon rendu de cette affaire. Et je le dis ici parce que, peut-être pour m'arrêter là, quand on annonce par exemple au Parlement qu'il y aura une conférence sur les questions de couverture santé universelle, et je ne peux pas vous dire combien de fois mon téléphone sonne pour que des gens puissent savoir quoi dire devant. Ah, ils viennent vous imaginez. Donc, c'est en réalité ça le problème du Cameroun. C'est que tant qu'on n'aura pas compris qu'il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour réfléchir pour le pays et faire des propositions, on sera toujours en train de prendre des gens à gauche et à droite et de leur confier des tâches qui les dépassent. Et la conséquence directe, c'est qu'ils iront regarder France 24, ils iront lire ce que les autres font, sans toutefois comprendre qu'on ne copie pas ce qu'on ne comprend pas. C'est compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il nous reste une dizaine de minutes à passer ensemble. Je veux les propositions des uns et des autres. Il a été clair, hein, il n'y a rien à annuler puisqu'on est encore au stade 0. Donc, on n'a pas... Mais maintenant, le ministre a annoncé que c'est en juin qu'on verra... Où sont les hôpitaux du plan du jour? Je vais écouter tout le monde sur la question. On commence par Philippe, après on écoutera... Non, moi je crois que
il n'y aura pas de miracle, il est très peu probable qu'en juin on ait quelque chose. Je prends seulement un cas. Olive a parlé tout à l'heure des indigents, par exemple. Parce que les indigents doivent pouvoir bénéficier des soins de santé sans payer. Parce que naturellement, on a estimé qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Mais pour ça, encore faut-il qu'on les identifie. Or, ça fait partie des préalables dont nous parlons. Ce n'est que le 3 février que le ministère des Affaires sociales a lancé un appel, un avis à manifestation d'intérêt pour qu'on fasse l'étude qui va sortir le profil de ce que nous pouvons considérer au Cameroun comme indigent. L'étude. Bon, maintenant, il faut que l'étude soit faite, que les résultats soient validés, qu'on fasse donc maintenant l'identification des indigents qu'on va retirer donc de la population qui doit cotiser. Donc, rien que ce seul dossier fait qu'il est très probable qu'en juin, on ait quelque chose. Parce qu'on peut avoir la loi, si le gouvernement dit aujourd'hui qu'il dépose le projet de loi, il prend, je ne sais pas où, son chapeau. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, je me pose toujours la question, confier ce projet à la CNPS qui semble déjà dans le domaine avec l'assurance volontaire et même la sécurité sociale? Oui, ça c'est ce qui était prévu. Ça c'est une des options qui avait été prise. Et pour ça, on avait estimé qu'il fallait réformer la CNPS. Il fallait l'éclater en, je crois, 3 ou 4 caisses pour couvrir les différentes catégories de la population. Par exemple, la CNPS ne couvre pas les fonctionnaires. Ça, c'est le ministère des Finances qui s'en occupe. Il fallait une structure dédiée au personnel de l'État. Une structure pour les salariés du privé, une autre structure pour ce qu'ils font maintenant, l'assurance volontaire. Volontaire, oui. Voilà, donc les travailleurs indépendants et tout le reste là. Le projet a porté jusqu'à un niveau et puis il s'est arrêté. Après, on a essayé d'échafauder d'autres choses. Une des difficultés qu'on a, c'est que la notion de continuité du service dans nos administrations fait que chaque fois qu'il y a un nouveau responsable, il a une tendance à vouloir mettre de côté tout ce qui a été fait par à faire table rase du passé. Ses prédécesseurs. Et une des difficultés qu'on a présentement pour la finalisation, c'est justement qu'on a changé de ministère, le responsable au ministère de la Santé. Ensuite, vous avez la question de la collaboration au sein du gouvernement, qui fait que, selon les cas, certains ministres peuvent par affinité travailler, mais il n'y a pas vraiment de collaboration. Une cohésion. Une cohésion. Parce que vous regardez, ce projet-là, avec les parties prenantes qui sont identifiées, donc les actions devaient être menées, j'allais dire, simultanément. Bon, mais chacun, personne, le ministre de la Santé ne peut pas donner de priorité, par exemple au ministère des Affaires sociales, qui a donc estimé que ce projet qui aurait dû être lancé en 2020, c'est maintenant en mars, en février 2021 qu'elle vient identifier, qu'elle pense à identifier des indigents. Est-ce que tu ne parles pas du fait qu'on a mis en veilleuse, tout au moins de côté, les membres du groupe de travail qui représentaient tous les ministères, il me semble bien? Ben, ça fait toujours partie, c'est-à-dire qu'on ne les a pas toujours mis de côté. Ils ont travaillé pendant un temps et puis on a décidé de les... Alors, il n'y a pas de plateau technique approprié. J'ai appris ce soir qu'il y a 303, je retiens le chiffre, hein, 303 centres de santé, bien, hôpitaux fictifs. Formation sanitaire. Formation sanitaire fictive au Cameroun, c'est-à-dire que les formations, 303. Sur le papier, elles existent. Mais sur le terrain, il n'y a personne. Et les personnes affectées pour ces centres de santé-là font quoi au quotidien? Si on dit par exemple qu'il y a un centre de santé à... C'est vrai qu'il y a un centre de santé dans mon village, à Bogo, il n'y a qu'un infirmier, un seul, pour tout le centre de santé. Et si c'était un centre de santé qui était fictif, que ferait le monsieur? Quelles sont les propositions selon vous pour qu'on ait quand même... Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, moi je pense que on ne va pas inventer... je pense qu'on a fait le diagnostic du système de santé camerounais depuis des lustres. Il est malade, c'est clair. Il est malade et je pense que des pistes... Je pense qu'aujourd'hui que dans notre système de santé, je ne sais pas si les économistes de la santé sont reconnus comme un corps de métier. Par exemple, je vais juste prendre... Non, je dis au Cameroun. Je dis au Cameroun. J'ai voulu prendre le cas. Ça veut dire que pour que Albert, par exemple, qu'on comprenne que lui, il n'est pas encore considéré
dans notre système de santé actuel. Et vous trouverez plusieurs corps de métier comme ça qui ne sont pas reconnus. Donc la première des choses aujourd'hui à faire, c'est reformer le système de santé camerounais. Il faut le reformer. Ça veut dire que là, il n'y a pas de débat dessus. Je vous dirais par exemple que depuis 2006, si je ne me trompe pas, on a également parlé de la réforme du système hospitalier au Cameroun, qui jusqu'à aujourd'hui, on a un projet de loi qui est également dans un tiroir quelque part dans un ministère, et il n'y a pas eu la réforme hospitalière. Il faut réformer, parce que la façon dont on a pensé la gestion, la gouvernance de nos hôpitaux, il y a 30 ans, ne peut plus s'appliquer aujourd'hui. Tout a changé. Par exemple, où est-ce que vous mettez la technologie sanitaire dans notre système de santé, alors que dans la loi qui organise tous ces corps-là, ça n'a pas été intégré. Donc, il faut réformer le système de santé, il faut la réforme hospitalière, il faut aujourd'hui un système qui permet un plan d'investissement pour les plateaux techniques. Je vais dire ça de façon simple. Oui, pour pas seulement mettre à niveau. Je parle vraiment de l'investissement. Parce que comment on va mettre à niveau ce qui n'existe pas? Je parlais tout à l'heure, Ernest revenait sur cette formation sanitaire qui n'existe pas. Mais il faut les créer, il faut les mettre sur pied. Et mettre les moyens. C'est pour cette raison que je parle de l'investissement. Il faut investir. Et quand on aura investi, il y a par exemple un volet Ernest qui est, et on connaît au ministère de la Santé que ça a échoué. Et qu'on essaie aujourd'hui, on n'a pas de politique par exemple de promotion de la santé. Et nous savons que le premier pilier d'un système de santé, c'est la promotion de la santé. Et nous savons que quand la promotion de la santé échoue et la prévention de la maladie, le système de santé est à terre. Et c'est le cas au Cameroun. Ça veut dire que nous n'avons pas une politique. Allez aujourd'hui demander qu'on vous sorte la politique nationale de promotion de la santé au Cameroun. Ça n'existe pas. Ça veut dire que dans ce travail de réforme, de refondation de notre système de santé, il faudra par exemple penser. On a vu ça avec Covid que les gens ont pensé, ont réappris qu'il faut se laver les mains. Mais cela fait partie, le simple lavage des mains vous évite plusieurs maladies. Maintenant, on a un problème. Je regardais encore les chiffres récemment sur le personnel de santé. J'ai été très mal pendant 2 ou 3 jours, je ne sortais même pas de mon bureau. Quand j'imagine que NS, nous avons 4453 professionnels de la santé formés par l'État du Cameroun et qu'on a fait signer des contrats qu'ils ont appelés des personnels additionnels dans les hôpitaux. Vous savez combien ils touchent? Non. 40 000 francs. Par mois. Et ces 40 000, ils ne les touchent pas par mois, on les reverse ça par semestre. Mais vous savez ce qui est la bonne? C'est que vous avez des structures où, au terme même d'un semestre, les 40 000 là ne sont pas reversés. Donc, en comprenant qu'ils sont obligés de monnayer leur service. Vous comprenez? Et je voudrais aller plus loin pour vous dire qu'aujourd'hui, on identifie à plus de 10 000 les besoins en personnel de santé pour essayer d'équilibrer des ressources humaines dans nos hôpitaux. J'ai appris ce matin qu'un centre de santé, c'est pour une population de 5 000 personnes. Oui. Un CMA, c'est pour 10 000 personnes. Oui. Mais si on prend le cas du CMA, 6 000 personnes. Et un CMA, combien de personnes? Je crois 10 000. Oui. 10 000. Alors, si on prend le CMA de Dja, il y a plus de 100 000 personnes qui vivent ici. C'est quand même... Donc, peut-être pour chuter, donc, vous voyez, il y a tous ces problèmes. Vous parlez par exemple de la carte sanitaire. Là, c'est encore notre débat. Il va falloir repenser notre carte sanitaire. On vous dira que pour la viabilisation d'un district de santé, un district de santé devrait couvrir une population moyenne de 50 000 habitants. Prenez par exemple la ville de Yaoundé. Si on vous prend seulement le district de santé de Foulan, Yaoundé-Croix compte combien d'habitants à ce jour? Vous verrez que le district de santé de Foulan pourrait être divisé en 2 districts. Donc il faut, moi je pense qu'aujourd'hui la solution sine qua non, c'est reformer, repenser le système de santé, reformer notre système hospitalier, se rassurer d'une bonne formation de nos professionnels de la santé, recruter
suffisamment de professionnels de la santé, se rassurer de les motiver, se rassurer d'avoir des plateaux techniques efficaces. Et je finirai par un problème aussi crucial, le médicament. Il faut que le Cameroun mette en place un système où nous ne dépendons pas à 95% du marché extérieur. Il faudrait que le Cameroun soit capable de produire son médicament. Si on ne peut pas le faire à 50%, qu'on quitte du seuil de 5% où nous sommes pour monter tout au moins à 10, 20, 30%. Je crois que si je ne me trompe pas, le Maroc par exemple est à 40% aujourd'hui de la production de son médicament. Donc je pense que voilà les éléments qu'il faut aujourd'hui pour que le système de santé au Cameroun puisse trouver un peu plus d'oxygène. Merci. Et Olive a des suggestions aussi? Bien sûr, vous savez que les malades camerounais luttent quotidiennement pour avoir des soins de santé décents. C'est d'autant plus rendu dramatique parce que quand vous savez que 8 millions de Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté et que 37% des Camerounais n'arrivent même pas à dépenser 931 francs CFA par jour. Évidemment que on a fondé beaucoup d'espoir en la couverture santé universelle. Malheureusement, comme beaucoup d'autres chantiers que le gouvernement lance, par exemple les hôpitaux du PNUD, qui faisaient partie justement de l'assainissement, même enfin, du relèvement du plateau technique. Malheureusement, le gouvernement lance des chantiers qu'il n'arrive pas à terminer. Joseph a parlé tout à l'heure de la carte sanitaire. Ça fait partie de la lettre de mission. J'aime cette lettre de mission parce que ça me permet, à titre et personnel, d'évaluer l'action du ministère de la Santé. Donc, la lettre de mission du PM au ministère de la Santé parlait également de l'élaboration d'une carte sanitaire géoréférencée. Il est important qu'on ait aujourd'hui cette carte sanitaire géoréférencée. Il est important, on parle de la couverture santé universelle, mais aujourd'hui, le Camerounais n'arrive même pas à avoir des soins de santé de qualité. Quand on va dans un hôpital, si vous n'avez pas d'argent, vous mourrez. Parfois, vous avez même l'argent, mais vous mourrez parce qu'il n'y a pas de soins de santé de qualité. Je pense que le plus important aujourd'hui, c'est d'apporter ces soins de santé de qualité aux Camerounais. C'est de leur permettre d'avoir accès aux médicaments. Parce que le médicament coûte cher. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir des médicaments. Donc, il faut qu'on ait du médicament à la portée de tous. Et justement, on a parlé de l'industrialisation du secteur pharmaceutique. Ça fait partie de la couverture santé universelle. Donc, il y a aujourd'hui un certain nombre d'astuces, je n'ai pas envie de dire d'astuces, mais de préalables. Je ne voudrais pas utiliser préalable parce que il y a un certain nombre d'actions adéquates dont a besoin le système de santé. Et réformer le système de santé, moi je pense que c'est peut-être ce qu'il faut faire, mais c'est un bien grand mot. Donc aujourd'hui, apporter simplement la santé aux Camerounais. D'accord, c'est compris. Vous voulez ajouter quelque chose rapidement? Je voulais ajouter quelque chose, et certainement pour terminer. Je voudrais dire que on a souvent eu des mauvaises solutions aux problèmes que nous avons. Vous savez qu'il y a un projet de renforcement du système de santé, de la performance du système de santé camerounais. Il fait partie des plus mauvais projets financés par la Banque mondiale. Le rapport, il existe. Le plus mauvais, donc le projet qui bouffe des sous sans produire aucun résultat. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai fait des propositions. J'ai fait des propositions avec des correspondances même qui sont allées jusqu'à la présidence parce que j'avais écrit et envoyé ces propositions, mais malheureusement, ça n'a pas eu de retour. Ce que je voudrais dire ici, c'est que ce que j'avais proposé, parce que là, il faut vraiment qu'on aille, peut-être pas au fond, mais que j'explique un peu ce que j'avais proposé. Il faut savoir qu'il y a deux volets. Il y a un volet performance et un volet financier. Les deux vont ensemble. Si on se dit simplement il faut reformer le système, mais il faut aller dans le contenu de ce qu'il faut faire exactement. Parce qu'il faut savoir que quand on est maintenant dans le premier volet qui est la performance qu'il faut renforcer, malheureusement, le Cameroun reste parmi les 20 derniers pays en termes de performance du système de santé dans le monde. Depuis pratiquement 21 ans aujourd'hui, on a la même position. Donc, il faut revoir ce problème qui est très important. Et pour revoir ce problème, il faut
justement aller sur des objectifs spécifiques. Ces objectifs spécifiques, je les ai définis justement en 4. C'est-à-dire que nous avons le premier objectif qui est focalisé sur la préservation de la santé des populations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur, il faudrait qu'on donne des capacités aux populations de participer à leurs soins de santé. C'est-à-dire qu'ils sont des premiers producteurs de leurs soins de santé. C'est comme ça que ça se passe. Et à travers justement donc la question de la promotion de la santé. Maintenant, le deuxième objectif, c'est justement le fameux objectif de l'humanisation des soins. C'est-à-dire il faut que les individus, il faut que les Camerounais soient au cœur de leur santé. Il ne faudrait pas qu'on se retrouve encore en train d'être traité comme ce que je vois généralement d'habitude. Maintenant, le troisième objectif qui est la protection justement des populations, c'est-à-dire une protection financière des populations, qui maintenant est liée justement à la deuxième partie de ces propositions. Et le dernier objectif justement de la première partie, c'est cette protection contre la surconsommation des biens de santé, des soins de santé. Le Covid nous a montré que la peur peut créer une surconsommation des biens de santé. La preuve, quand vous regardez le nombre de tests et le nombre de tests faits et le nombre de positifs, vous voyez qu'on est pratiquement à 20% de positivité dans les tests. Ça veut dire qu'on a 80% des tests qui ont été faits de façon hasardeuse comme ça. Donc, il faut résoudre ce problème également. Donc, lorsqu'on revient dans le cadre du financement de la santé, il faut assainir la gestion. Il faut assainir la gestion du financement de la santé. Il faut résoudre le problème, justement, donc, des goulots d'étranglement qu'on retrouve dans le circuit de gestion des finances publiques allouées à la santé. Et tout ça a déjà été fait. Toutes ces propositions existent. On ne les cache pas. On met à la disposition des dirigeants. Le ministre actuel sait très bien que c'est sur sa table puisque j'ai fait cette proposition. Bon, peut-être que ce n'est pas mon nom qu'on voudrait voir devant ces propositions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet, mesdames, messieurs. On va recevoir Julie Agathe-Pinon pour le fact-checking du jour. Mais avant, comme chaque soir, on a droit à un portrait. Et aujourd'hui, on vous présente une dame qui a fait bouger le Cameroun par son militantisme au sein du RDPC. Le portrait du soir, c'est Madame Françoise Foni. Moi, il me semble que ce soir, je pourrais dire énormément de choses. Mais si je ne fais pas attention, je peux avoir seulement les larmes. Symbole de la femme camerounaise forte et conquérante, 6 ans après son décès, Françoise Foning demeure une véritable source d'inspiration. Très dynamique, c'est très tôt qu'elle commence à prendre des initiatives. Dans les années 60, elle est sur les podiums des concours de beauté. En 1967, alors âgée de 18 ans et fonctionnaire au ministère du Tourisme, Françoise Chop-Ningiazon, de son nom de jeune fille, met sur pied un restaurant-bar au quartier Bépanda à Douala. New Style deviendra rapidement une référence dans la capitale économique du pays. Avec un dynamisme et une soif de l'excellence poussée, la femme d'affaires à l'affût des opportunités ne restera pas dans sa zone de confort. Au-delà de ses acquis, elle devient propriétaire de plusieurs taxis et par la suite, présidente du regroupement des femmes d'affaires du Cameroun. Forte de relations gagnées lors de cette carrière, Françoise Foning fait son entrée en politique en 1990 et soutient farouchement le régime du président Paul Biya. Redoutable politicienne, conjuguée à son statut de femme d'affaires, sa réputation avait conquis la planète. Présidente de la section RDPC du littoral, maire de la commune de Douala 5e, députée du Vori, elle avait soif de réussir et se donnait les moyens pour y parvenir. Sa mobilité constante lui vaudra de nombreuses distinctions nationales, internationales et même traditionnelles. Françoise Foning Didalida a été la première présidente noire de l'organisation non gouvernementale Femmes Chefs d'entreprise mondiale. On ne peut rien devenir si on ne se met pas ensemble. On ne peut pas progresser si on ne se connaît pas. On ne peut pas évoluer si on ne change pas les échanges, l'expérience des uns et des autres. Un poste qu'elle a occupé de 2005 à 2012.
Né à Bafou, dans le département de la Menoua, région de l'ouest Cameroun, l'archétype de la self-made woman a fondé son empire sur la base d'une formation en secrétariat. Son décès en 2015 a endeuillé la communauté nationale et internationale. La femme politique et la femme de la société civile qu'elle a été reste à jamais une légende du leadership et de l'entrepreneuriat pour de nombreux Camerounais. Allez, retour sur le plateau. Merci à Delphine Assiga pour ce brillant portrait de Madame Françoise Foning, et à son âme qui donc nous a quittés il y a 3 ans, voire plus, hein, déjà, plus de 5 ans déjà. Julie Agathe, bonsoir. Bonsoir Ernest, bonsoir à tout votre panel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Comment tu vas? Ça peut aller. Très belle veste, c'est une veste, c'est bien ça? Un veston, merci. Alors, on parle de ce qui se passe à Douala. Des bandits armés sèment le chaos dans la ville et au sein des populations depuis quelques jours. C'est une vraie ou une fausse information? C'est une fausse information, Ernest. C'est un fait que le gouverneur du littoral dément d'ailleurs cette information, dément la présence des bandits armés dans la capitale économique du Cameroun. Il s'est exprimé hier par la voie d'un communiqué. Entre les lignes, le patron du littoral précise que ces informations qui circulent sont gênantes sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, faisant état de la présence des bandes armées dans certains quartiers de Douala, sont des histoires montées de toutes pièces dans le but d'alarmer désespérément les populations. Ils mettent en garde les auteurs des 10 messages et appellent au calme et à la vigilance des populations. Ils rassurent les forces de l'ordre continuent de faire leur travail sur le terrain. La fête du Ramadan, c'est demain? Pas, en tout cas pas au Cameroun. La lune devant marquer la fin du mois de jeûne de Ramadan n'a pas été aperçue ce soir comme prévu au Cameroun. Par conséquent, la fête de l'Aïd el-Fitr sera célébrée le jeudi 13 mai. Le Conseil camerounais du croissant lunaire chargé de scruter le ciel par la voie d'un communiqué a indiqué que le mois sera complété à 30 jours, le jeudi 13 mai 2021 étant le premier jour du mois lunaire suivant. Il correspond également au premier Shawwal, jour qui vient juste après le mois du jeûne. Si dans certains pays comme le Niger, les fidèles musulmans ont pu voir la lune ce soir, tel qu'annoncé par le Conseil islamique du pays, au Cameroun, les disciples du prophète Mohammed partageront une table festive aux côtés des chrétiens catholiques qui célébreront également demain l'ascension, le Christ qui monte au ciel. Et puis cette affaire, une vidéo qui est virale sur la toile, qui montre l'atterrissage d'une fusée chinoise dans l'océan Indien. C'est une vraie ou une fausse information? Ce sont des fausses informations, Anna. Ce sont 3 vidéos. Il s'agit de 3 vidéos qui prétendent montrer le moment le moment de la chute de 18 tonnes de débris d'une fusée chinoise qui s'est effondrée dans l'océan Indien dans la nuit du dimanche 19 mai. Si les vidéos existent réellement, elles n'ont rien à voir avec cet événement. La première vidéo montre la fusée chinoise qui chute et pourtant il s'agit d'un météore en Australie. La seconde prétend montrer l'explosion de la fusée dans l'atmosphère. C'est juste, mais il ne s'agit pas de la fusée chinoise baptisée Longue Marche 100B tombée dans l'océan Indien et c'était fin mars, nous sommes en mai. Certains médias internationaux ont diffusé ces vidéos avant d'être rattrapés par les informations officielles. Selon celles-ci, les débris de la fusée Longue Marche 5B sont tombés dans l'océan Indien quelque part au-dessus de l'archipel des Maldives le 5 mai dernier à 10h, 24 heures de Pékin et soit 4 heures du matin, heure de France. Difficile donc à cette heure-là de pouvoir avoir ces images qui circulent depuis peu sur la toile. Merci beaucoup. On se retrouve. Demain, c'est un jour de travail normal. Normal. C'est pas férié. Les journalistes n'ont pas de férié en tout cas. Bon, dans tous les cas, moi, le jour de la fête du mouton, vous ne me verrez pas. Hein. La fête du Ramadan, autant pour moi. Allez, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Le docteur Zé va reprendre sa place pour conclure l'émission. On va remercier également Philippe Soa qui a été avec nous ce soir. Félicitations pour votre chaîne. Les premières images, on les aura quand? Bientôt. À bientôt. Vous travaillez déjà sur la... Ça sera spécialisé simplement sur la santé? Ça sera une télévision thématique
comme Éco-Santé, qui parlera et qui proposera des enquêtes, des documentaires, des analyses. On aura peut-être un seul direct. C'est censé être une télévision qui proposera des post-productions. D'accord, c'est clair. Olive, on vous remercie. On espère vous lire très bientôt encore sur le... J'ai retenu le chiffre, les 303 formations sanitaires fictives au Cameroun. On vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Veillez, hein, bon, vous êtes notre guide. Et quand il y a des problèmes, vous nous signalez. Malheureusement, ça me prend beaucoup de temps et je pense à une petite reconversion vers mes études parce que je les ai un peu mises en veilleuse pour le journalisme qui est une passion. Mais également, c'est une exigence. Je continuerai à donner la bonne information à mes lecteurs. Merci beaucoup. Docteur Aberzi, on vous remercie. Et vous félicitez encore pour votre recrutement à l'université de Douala. Là-bas, vous donnerez cours d'économie, c'est bien ça? Oui, cours d'économie, et je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer. Peut-être qu'on peut me redéployer là où je peux être mieux. Tout dépend du recteur. Donc, tout dépend des responsables. Et je pourrais dire, un peu comme un célèbre entrepreneur camerounais avait dit, il a fallu du temps. Il a fallu du temps. Mesdames, Messieurs, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. Merci infiniment à Charles. Ouais, je crois que c'est Charles qui a réalisé les programmes ce soir avec Verlin Côté. À toute l'équipe qui était avec nous ici, sur Élisée, Yanda et la dame, j'oublie toujours son prénom, hein, et tout ce qui était avec nous au studio ici. On se retrouve demain à la même heure sur les mêmes antennes, mesdames, messieurs. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir.